Bienvenue, nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité, dans le fauteuil blanc. C'est un jeune communicateur, homme d'affaires qui a su très vite s'imposer sur la scène politique nationale. Il est le conseiller du président du Faso chargé du secteur privé et des ODD, les objectifs du développement durable, président de l'AJI, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Adama Kanazou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Robin. Merci de répondre à notre invitation. Plaisir pour moi. Dans le fauteuil blanc pour la deuxième fois, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors, le conseiller du président du Faso chargé du secteur privé et des ODD, c'est quoi les tâches exactement? Écoutez, c'est un privilège déjà que le chef de l'État nous a fait en décidant donc de nous rapprocher de lui parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été adversaires déjà aux élections de 2015, mais dans son esprit d'ouverture, le chef de l'État n'a pas hésité à faire appel à ce qu'il considère comme des compétences burkinabées, tout simplement, sans clivage politique ni politicien. Dans ce cadre-là, donc, je suis auprès du chef de l'État pour apporter mon expertise pour tout ce qui est question donc, de climat des affaires au Burkina Faso, l'amélioration continue donc, du climat des affaires, mais également les questions qui touchent aux questions d'environnement, donc tout ce qui est objectif de développement durable de façon générale. La mission d'un conseiller du chef de l'État, c'est d'apporter donc une assistance au chef de l'État en termes donc, de recommandations face à des dossiers qui lui sont confiés donc, par le chef de l'État. C'est également la mission d'un conseiller spécial du chef de l'État, c'est également de connaître des dossiers du Conseil des ministres notamment, de pouvoir donc, à partir donc, des différents dossiers qui sont transmis par les différents départements ministériels, de pouvoir apporter un regard critique là-dessus afin de pouvoir orienter le chef de l'État quant donc aux décisions, au sort à réserver à ces différents dossiers qui sont introduits. Donc c'est un ensemble de métiers qu'on fait au jour le jour auprès du chef de l'État et pour nous jeunes qui avons cette opportunité-là, c'est une bonne aubaine également pour apprendre auprès de ces expérimentés et c'est un vrai plaisir. Je ne finirai jamais de remercier le président Dr Christian Kaboré pour cette opportunité qu'il m'offre. On entend dire le chef de l'État est mal conseillé. Les gens le disent, mais vous savez que généralement, ceux qui le disent, c'est plus par effet de mode, parce que en réalité, un conseiller du chef de l'État, un conseiller, je veux dire tout simplement, c'est quelqu'un qui apporte sa vision des choses, qui peut faire des recommandations. Au dernier chef, la décision appartient à l'autorité elle-même. C'est-à-dire que le chef ne quitte pas les conseillers? Non. Un conseiller, un notable au village, il donne ses positions, il donne sa vision au chef du village, mais en dernier ressort, la décision appartient au chef du village. Donc, Et quand on estime que les décisions du chef ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple, ça veut dire que quelque part, le chef n'écoute pas les conseillers. Qui estime cela? Ou alors, c'est les conseillers qui conseillent mal. Qui estime cela? Après, le président Dr Christian Kaboré a un bilan qui parle pour lui également. On peut comprendre des positions. Quand l'opposition prend certaines positions, c'est tout à fait normal. L'opposition est dans son rôle, c'est un contre-pouvoir. C'est une question vitale pour l'opposition de remettre constamment en cause les politiques qui sont mises en œuvre par le parti au pouvoir parce qu'elle a besoin de convaincre l'opinion que c'est elle qui a les vraies solutions. Donc pour nous, ce n'est pas un problème en tant que tel. Après, ce qui est plus important, ce sont les résultats que le chef d'État engrange. Si on a l'occasion d'en parler, on en parlera. Ils sont nombreux, ces résultats-là. Il y a des phénomènes aujourd'hui qui sont un peu plus difficiles à gérer, comme la question de la sécurité. Aujourd'hui, que tout le monde est en train de brandir un peu pour remettre en cause les capacités du chef de l'État, mais je suis désolé. Moi, j'ai été candidat en 2015 avec le président Christian Kaboré, avec d'autres candidats. Aucun candidat n'avait inscrit le terrorisme comme un sujet phare de son programme politique. C'est pour vous dire que personne parmi nous n'avait été préparé à cette question-là. La question du non. L'environnement est tel qu'on a nos pays voisins qui sont déjà concernés. Je suis d'accord, mais le Burkina Faso avait beaucoup de défis. Et ces nombreux défis-là, quand on les mettait de façon prioritaire, le terrorisme n'a pas été un sujet, même au niveau de la presse, pendant ces élections-là. Moi, j'ai fait beaucoup de plateaux. Aucun journaliste n'a fait du sujet du terrorisme un sujet pointu. Parce que en ce moment-là, soyons réalistes, cette question n'était pas la préoccupation des Burkinabés. Il y a eu même des études qui ont été lancées par l'ONG Diaconia pour savoir les priorités des Burkinabés. Dans cette liste, nulle part ne figurait cette question du terrorisme. Il y avait la question de la sécurité, mais la sécurité de façon plus conventionnelle. C'est pour dire simplement que... C'est un sujet qui est arrivé juste
dès la prise du pouvoir du président Roch-Kaboré, Exactement. la question est tombée, mais très rapidement, Exactement, on peut changer la donne. Je suis d'accord avec vous et c'est ce qui est fait. Mais je vais vous dire quelque chose, il faut qu'on soit franc. Je le dis du fond de mon cœur. Le président Christian Kaboré n'était pas préparé à la question du terrorisme. Le président Zéphirin Diaby aurait remporté les élections qu'il aurait été autant surpris. Moi, j'aurais remporté les élections que j'aurais été autant mal à l'aise face à cette situation-là. La preuve, c'est que notre société, de façon générale, n'est même pas préparée à la question du terrorisme. Notre armée n'est pas préparée à cette question-là. Même notre presse a du mal à traiter la question. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Vous voyez le communiqué incessant de l'autorité qui rappelle souvent aux médias de traiter de façon responsable. Même la société civile elle-même ne sait pas comment aborder ce sujet. C'est un sujet qui est nouveau pour toute la société burkinabé. Aujourd'hui, de plus en plus... Il y a un chef qui doit travailler effectivement. Exactement, le travail est fait au quotidien. Mais il y a un temps pour s'adapter, il y a un temps pour s'aguerrir. Aujourd'hui, les résultats que nos forces de défense et de sécurité sont en train d'engager sur le terrain, c'est une preuve. Plus de 200 terroristes neutralisés en l'espace de quelques jours. Notamment. C'est vrai qu'il y a un débat autour de la véracité des chiffres et tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? La question n'est pas là. La question n'est pas là. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que si nos forces de défense et de sécurité ont eu le courage de dire la vérité quand nous perdions des hommes et qu'on a cru à cette information-là, qu'est-ce qui peut justifier qu'on refuse de croire à l'information sur laquelle elle a fait une contre-offensive qui permet également d'engranger des victoires? Il y a un peu de mauvaise foi là-dedans. Des gens veulent le décor. Les gens veulent le décor. Je suis désolé, on ne va pas rentrer dans ce type de situation. Vous savez qu'il y a un minimum aussi de décence à avoir. Et par ailleurs, n'oubliez pas que nous sommes un État responsable, il y a des contraintes qui existent également. Il y a un certain nombre de choses. On ne va pas étaler tout sur la place publique. Les gens veulent que l'armée dise tout. Non, l'armée ne peut pas tout dire. Est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi de bavure, justement, des risques que d'innocentes personnes ne soient un peu touchées? Je ne saurais me prononcer sur cette question de façon objective, mais je pense que dans tous ces types de choses-là, vous avez souvent des effets collatéraux qui peuvent exister. Je n'ai pas, je veux dire, une visibilité à 100% là-dessus. Tout ce que moi je retiens, c'est qu'on a des forces de défense et de sécurité qui ont été mises à mal pendant longtemps, qui sont en train de reprendre du poil de la bête et qui aujourd'hui sont en train de dominer sur le terrain. Tous les Burkinabés devraient être contents, devraient être fiers et apporter leur soutien à ces forces de défense et de sécurité qui se sacrifient tous les jours pour nous. Pour vous, c'est à mettre à l'actif de la nouvelle équipe, Chérif Sy, le nouveau chef d'état-major? On ne va pas faire de culte de la personnalité. C'est à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabé. Je vous ai dit tantôt que c'est un phénomène qui nous a surpris. Il fallait un temps d'adaptation, il fallait comprendre. Aujourd'hui, la collaboration... Le temps de la coopération est arrivé? La collaboration des civils avec les militaires, c'est accentué. La capacité des militaires à anticiper un certain nombre d'actions de ces terroristes aussi a augmenté. On est en train de s'aguerrir. Moi, je vais vous prendre un exemple. L'armée, quand le Niger a commencé à être confronté au phénomène du terrorisme, vous êtes de la presse, vous avez des informations au début, mais les militaires nigériens étaient tués constamment à gogo. On avait des situations dramatiques. Mais aujourd'hui, le Niger, ils sont aguerris. Ils sont aguerris. Il y a eu le temps d'adaptation. Aujourd'hui, ils sont aguerris. C'est devenu une force aujourd'hui qui contrôle ce phénomène-là. Pour vous, le temps est venu pour le Burkina, le temps du contrôle, c'est ça? Absolument, absolument, absolument. Et nous sommes très fiers de ces garçons-là. Nous profitons de votre micro encore une fois pour présenter nos condoléances donc, aux familles de tous ceux qui sont tombés et pour souhaiter également prompt rétablissement aux nombreux blessés que nous enregistrons malheureusement tous les jours. Mais je dis encore une fois, chaque Burkinabé devrait, dans un élan commun, dire félicitations, bravo et encourager ces soldats qui sont au front. Ces polémiques vaines que nous avons sur le nombre, les cadavres qu'il faut voir, ce sont des polémiques qui n'ont pas de sens. On est burkinabé, on est fiers aujourd'hui de pouvoir contrôler ce phénomène-là, oui ou non? C'est ça la question. C'est peut-être aussi, effectivement, là où on attendait le pouvoir, c'est de faire des résultats et non être dans les accusations. Parce que pendant longtemps, on a pensé le temps à nous dire, à nous servir le discours du genre, c'est l'ancien régime qui est à la base, ça nous apporter la solution. Maintenant, c'est le temps des solutions, c'est bien ça? C'est deux choses qui sont différentes. Une chose est de connaître les causes de la chose, une chose est de pouvoir combattre le phénomène. Vous pensez toujours que c'est l'ancien régime qui est derrière? Je ne me suis jamais prononcé cette question. Jamais, mais ceux qui le disent ont certainement leurs éléments qui puissent le Au niveau de la majorité présidentielle, ça ressort. Ceux qui le disent, la majorité présidentielle, qui ont des preuves de tout cela, sont j'allais dire, mieux placés pour pouvoir répondre à ces questions-là. Moi, ce que je retiens, c'est que notre pays est attaqué. Pour moi, aujourd'hui, peu importe d'où vient le phénomène, nous devons le combattre. Nous devons tous ensemble le combattre.
Il aurait pu venir de la gauche ou de la droite. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de mettre fin à ce phénomène-là. Et nos garçons sont en passe de prendre le dessus sur ces gens. Il faut qu'on soit tous solidaires. Il faut éviter les polémiques vaines sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui n'apportent rien. Ce sont des choses, malheureusement, qui nous mettent nous-mêmes. Malheureusement, on a mal à partir ensemble parce qu'on a le sentiment qu'il y a des Burkinabés qui sont plus contents quand on est en situation difficile que quand on est en situation d'offensive. Donc, ce n'est pas normal que ces Burkinabés aient ces sentiments-là. Donc, il faut qu'on reste tous, on mette de côté les clivages politiques, ça n'a pas de sens. L'enjeu ici, il est trop important, il s'appelle le Burkina Faso, et personne parmi nous n'est au-dessus de ce pays-là. On voit des décisions qui tombent. Il y a notamment ce choix désormais de faire en sorte que nos troupes restent au pays, ne pas aller dans les missions onusiennes pour aider à faire le travail. Il y a aussi cette décision que désormais tous ces soldats qui fuiront le combat sur le terrain se verront sanctionnés. Ça, c'est des décisions fortes, par exemple, qui étaient attendues au sein de la population, mais qui ne venaient pas, qui tardaient à venir. Mais c'est vrai, mais il y a certaines règles, notamment cette question des militaires qui face à l'adversaire, rebrousse chemin, tout ça, ce sont des règles qui existent, c'est connu. C'est connu. Aujourd'hui, on a de la communication, il y a des effets d'annonce qui sont peut-être un peu plus importants pour rappeler à tout le monde qu'il faut se mobiliser. C'est bon parce que, quelque part, les populations qui avaient le sentiment que du côté des autorités, on dormait sur ses lauriers, comprennent que non. C'est diesel. Maintenant, on a comme l'impression que ça commence à bouger. Que non. Je pense que depuis toujours, les choses bougent, mais les choses prennent le temps qu'il faut. Moi, je peux comprendre que les gens soient pressés, mais il faut comprendre aussi que les gens ont besoin de se préparer à un certain nombre de choses. On avait des problèmes d'équipement, des problèmes de logistique. Tout ça, c'est des choses qui se préparent, qui s'acquièrent avec le temps. Le temps aujourd'hui pour le Burkina Faso de reprendre le dessus et arriver. Soyons tous mobilisés autour de FDS. C'est tout. Le message le plus important pour moi, c'est celui-là. Le plus important. Mais à côté, il y a cette autre affaire, Yirgou, où il y a eu ce massacre de population qui attend toujours justice. Ça aussi, c'est un autre fait. Et directement, les Koglogueux sont mis en cause. Vous semblez les défendre. Nous, la majorité présidentielle. Tout à fait. On vous a vu justement lors de la récente sortie de la majorité présidentielle. Non, on n'a pas défendu les Koglogueux. Loin de là. Nous avons simplement expliqué lors de cette interview-là que les Koglogueux, s'ils se rendaient coupables d'actes hors la loi, étaient soumis à la loi comme tout Burkinabé. Personne au-dessus de la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une gêne vis-à-vis des Koglogueux. Non, pas du tout. Au niveau du pouvoir. Pas du tout. Il n'y a pas de gêne. Le pouvoir, je l'ai dit tantôt, le pouvoir en place aujourd'hui, la majorité présidentielle, le MPP lui-même, ne sont pas les géniteurs de Koglogueux. C'est une initiative spontanée des populations. Cette initiative a besoin d'être encadrée par le pouvoir. Les Koglogueux, c'est comme même dans nos armées conventionnelles, il peut y avoir des cas de bavure. C'est pour ça qu'il est prévu dans les textes que ceux qui se rendent coupables d'actes qui sont hors la loi doivent être sanctionnés. Aujourd'hui, c'est à la justice burkinabé de faire son travail. Il faut arrêter de faire les amalgames. La justice est indépendante. Ce n'est pas Elle est indépendante, la justice? C'est quelque chose qui vous surprend? C'est pas ce que pense une partie de l'opinion. Ah bon? Par contre, quand la justice refuse de répondre aux injonctions de pouvoir, on trouve bravo, elle est indépendante. Le jour où on a le sentiment que le pouvoir n'a pas fait ce qu'on veut, là, la justice n'est plus bonne. Non, je pense qu'il faut clairement accepter. On l'a vu dans le cadre du dossier. Il faut accepter une chose. Du dossier du tribunal militaire, le dossier de Push, où on a vu ces injonctions, notamment sur le cas Sorodium. Oui, mais non, là, c'est un traitement diplomatique. La chose. Ah, mais là, ça reste la justice. Qui est différente. La justice fait son travail. Rien n'empêche. Non, c'est un traitement diplomatique qui a eu lieu. Rien n'empêche la justice burkinabé de continuer son processus. Rien ne l'empêche. Si la justice burkinabé a les moyens. C'est déjà un problème. Si la justice burkinabé. Non, le politique a son rôle qu'il joue. Si la justice burkinabé a les moyens d'aller au bout de sa procédure vis-à-vis du PAN de la Côte d'Ivoire, la justice burkinabé, en aucun moment, le politique ne peut l'en empêcher. Le politique qui nomme des juges, par exemple? Non, c'est fini ça. Vous savez très bien que c'est fini. Au niveau de la justice militaire, c'est le cas. Oui, d'accord, pour l'instant, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'évolutions également. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui, il y a une indépendance. Vous savez qu'il n'y a plus, même le ministre, le chef de l'État lui-même, qui en était le président, aujourd'hui n'a plus la même j'allais dire, emprise sur ce mouvement-là. Il y a une évolution à ce niveau. Et vous savez très bien qu'au Burkina Faso, la justice aujourd'hui, elle est indépendante. Il n'y a même pas de possibilité pour une autorité aujourd'hui de faire l'injonction à un quelconque juge. Les juges n'ont pas à se soumettre à qui que ce soit. Ils sont indépendants et mieux. Et mieux, si par le passé on a considéré que leurs conditions de vie pouvaient les rendre corruptibles,
ils ont connu des augmentations de salaire aujourd'hui qui les rendent incorruptibles. Pour vous, s'il y a des problèmes, des blocages aussi, c'est que c'est la justice qui ne s'assume pas? Je dis que la justice a son boulot à faire. Après, elle a son calendrier, qui n'est pas le calendrier des politiques, elle a son calendrier que je ne peux pas juger. La justice est en cours. Vous ne pouvez pas aujourd'hui préjuger de ce que la justice refuse de faire son travail parce qu'elle est en train de travailler. Attendez ces résultats. Regardez par exemple dans le cas du dossier du push de 2015. On n'a pas attendu d'avoir des preuves tangibles pour mettre des gens en prison, quitte à les blanchir après. Mais pourquoi dans le cas précis de Yirgou, on ne peut pas procéder à des arrestations, d'autant plus qu'il y en a qui ont parlé à visage découvert, en attendant que la justice poursuive son travail? Qui arrête avant la justice? Mais cette question, il faut la poser au juge. Ce n'est pas aux politiques, c'est pas aux politiques d'aller arrêter des gens et ensuite la justice fait son travail. Mais c'est à la justice. Autrement, la justice ne fait pas son travail. Le procureur s'est rendu sur les lieux. Il a parlé au niveau des médias notamment, il a été clair. Il est rendu sur les lieux. Aujourd'hui, la procédure est en cours à son niveau. On ne peut pas, nous, se substituer au procureur pour vous donner des réponses sur la procédure qui est en cours. Si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le traitement judiciaire du cas de Yirgou, vous avez qu'à vous adresser à la justice burkinabé. Si vous voulez savoir des aspects politiques, des gestions sociales de la chose, oui, les politiques peuvent vous répondre à ces questions. Prenons de cet aspect des choses. Donc, comment le pouvoir appréhende aujourd'hui ce problème Yirgou? Mais écoutez, c'est un problème qui est grave. Qu'il puisse y avoir de tels affrontements intercommunautaires au Burkina Faso. Ce ne sont pas des affrontements intercommunautaires, il y a une communauté qui a été massacrée. Moi, je ne suis pas dans le fétichisme des lexiques. Le plus important au Burkina Faso, c'est que nous avons une unité, une cohésion sociale qui a été mise à mal. Cette cohésion sociale qui a été mise à mal, là, ne présage pas de bon. Il faut tout de suite prendre à bras le corps le sujet, il ne faut pas le négliger, il faut le prendre à bras le corps, régler la question de Yirgou, absolument, et ensuite faire en sorte que la cohésion entre les communautés puisse être rétablie. D'ailleurs, un des signaux forts qui a été envoyé par les chefs d'État, c'est la création d'un département, d'un ministère délégué en charge notamment de la cohésion sociale. Donc, c'est le signe que c'est une situation qui a affecté au plus haut niveau tout le monde et que tout le monde a pris conscience qu'il faut absolument que nous conservions ce qui fait le Burkina Faso, c'est la cohésion de notre société, c'est notre nation. Simplement. Donc, c'est des choses qui sont prises en compte et nous allons travailler tous ensemble. Il faut éviter simplement, dans le cas de Yirgou, de citer l'anathème sur le pouvoir. Le pouvoir n'est ni géniteur des terroristes qui sont venus attaquer et qui ont tué le chef de ce village-là. Le pouvoir n'est ni géniteur de ceux qui ont fait les représailles. Le pouvoir a la responsabilité d'apporter les solutions. Absolument. C'est pour ça que le pouvoir, tout de suite, le chef d'État lui-même, en premier, s'est déplacé sur les lieux, à apaiser la situation, a fait en sorte que comment on appelle ça, l'aide sociale puisse être mise en place rapidement, l'aide humanitaire, pour faire en sorte qu'on n'ait pas des situations qui s'aggravent avec des situations... Il y a la polémique autour des chiffres. Jusque-là, on a comme l'impression que, quelque part, au niveau du pouvoir, notamment je parle du collectif, qui a l'impression que le pouvoir veut cacher des chiffres. On n'a pas besoin de cacher des chiffres. Il y a quel intérêt à cacher des chiffres? 1 mort, 2 morts, c'est déjà trop. C'est déjà un mort de trop. Donc, le nombre de personnes décédées, ce n'est pas cela qui va rendre moins dangereux ce qui s'est passé à Yirgou. Ce qui s'est passé à Yirgou est un drame. C'est un événement regrettable, dramatique. Et peu importe le nombre de personnes mortes à Yirgou, l'État doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que la cohésion revienne et que la société burkinabé reste soudée. N'oubliez pas aussi que c'est l'acte terroriste qui est en train aujourd'hui de nous mettre à mal. Ça veut dire que finalement, si nous jouons à ce jeu-là, nous aurons fait le jeu de ces terroristes-là. Et si nous cédons aux sirènes de la division, mais définitivement, nous serons très fragiles, vulnérables, et ces terroristes n'auront aucun mal pour faire de nous une seule bouchée. C'est pour ça qu'il faut refuser cela. Il faut refuser, c'est un piège qui nous est tendu, il faut le refuser. Il faut régler la question de façon... D'abord, la manière africaine, c'est des communautés qui vivent ensemble depuis longtemps, qui ont des approches aussi. Nous avons des approches, nous, à notre niveau, pour travailler, c'est une chose. La justice fait son travail, mais à côté, c'est la cohésion de ces peuples-là. Ça passe par l'apport des chefs traditionnels, l'apport des religieux. Toutes ces personnes-là doivent pouvoir apporter leur contribution pour que nous puissions apaiser le cœur à Yirgou, un peu partout, et que nous puissions taire définitivement ces conflits intercommunautaires qui peuvent surgir. C'est ça qui est le plus important. Apaiser les cœurs, en tout cas, c'est ce qui est souhaité. Hein. Dans le cadre effectivement de cette lutte contre le terrorisme, le Burkina vient d'abriter effectivement ce sommet du G5 Sahel. Désormais, nous en avons les commandes. Et pour Ablassé Ouedraogo, un opposant, il estime que c'est une erreur que le Burkina puisse assumer la présidence du G5 Sahel.
Et quels sont les arguments qu'il avance pour justifier sa position? Pour l'instant, il y a le président Christian Kaboré qui est aux affaires, qui a la confiance des Burkinabés et qui s'assume, qui fait le choix qu'il pense bon pour son pays. Et l'opinion d'Ablassé Ouedraogo, c'est une opinion qui n'engage qu'Ablassé Ouedraogo tout simplement. Le G5 Sahel aujourd'hui, dont nous assurons la présidence, est un instrument qui a été mis en place pour permettre donc d'avoir une action concertée pour être plus efficace sur le terrain. En quoi est-ce que le fait que le Burkina Faso puisse présider cela et que cela puisse nous permettre à nous d'avoir la main pendant une année sur la gestion de cet appareil-là, en quoi est-ce que c'est mauvais pour notre pays? C'est une très bonne chose. Je partage, bien entendu, c'est une très bonne chose. C'est une présidence tournante. D'autres pays ont assumé cela. Ces pays n'étaient pas dans des postures mieux que nous aujourd'hui. Donc nous avons d'ailleurs une grande chance de pouvoir être aujourd'hui à la tête de ce mouvement-là. Et le président Christian Kaboré, parce qu'on a eu le bilan du président de la République du Niger, qui a beaucoup de satisfaction, mais a regretté une chose importante, c'est de n'avoir pas réussi un certain nombre d'objectifs, mais que le président Christian Kaboré va s'engager à essayer donc rapidement de rattraper pour que nous puissions avoir une force opérationnelle et efficace dans les jours à venir. D'accord. Des résultats, des signaux forts pour ce qui est donc de la question sécuritaire, des solutions qui commencent à être trouvées, une bonne chose. C'est vrai qu'on a longtemps polémiqué autour donc, de ce nouveau gouvernement. Serait-il à la hauteur des défis? Côté sécuritaire, on peut dire que jusque-là, ça commence à aller déjà. Mais il n'y a pas que ça. Le Premier ministre l'a annoncé. C'est aussi l'autre défi, c'est la question de la réduction du train de vie de l'État. On annonce des mesures fortes à ce niveau, notamment la réduction des salaires des membres du gouvernement, de certains présidents d'institutions, etc., mais aussi un certain nombre donc, de mesures annoncées. On estime aussi qu'autour du président, il y a trop de conseillers qui touchent de gros salaires, trop de conseillers, trop de charges de mission. Est-ce qu'il ne faudra pas réduire aussi à ce niveau? La notion de trop ici doit pouvoir s'arrimer à quelque chose. Trop par rapport à quoi? Normalement, selon les tests qui régissent, le chef d'État n'est pas au-delà. Il n'est pas au-delà de ce qui lui est autorisé. Après, on se met dans une logique. Un contexte. On se met dans une logique de réduction des trains de vie de l'État. Il y a une commission qui a été mise en place qui va réfléchir. Tout ce qui est considéré comme superflu doit pouvoir faire l'objet d'une réduction. Moi, je suis partisan de cela. Mais je vais vous dire, moi, ce que je pense, très franchement. Cette question de réduction des trains de vie de l'État est une question objective. Mieux, j'invite le gouvernement à aller plus loin. Peut-être que ça peut pas se faire à court terme, mais à moyen terme, il faut aller plus loin. Je vous le dis, et ça je le répète tous les jours, le budget du Burkina Faso, si vous le faites décortiquer par un cabinet indépendant international, vous allez pouvoir sauver au moins un tiers du budget, qui est placé dans des surfacturations, qui est placé dans des poches de corruption. Et la corruption, au niveau du budget de l'État, se fait en amont, depuis la préparation du budget. C'est-à-dire? Par les acteurs. C'est-à-dire? Vous trouvez des poches budgétaires qui sont surfacturées en amont. Vous trouvez des poches budgétaires... Ça veut dire que c'est un budget pas sincère, comme le dit l'opposition. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le budget a besoin aujourd'hui d'être regardé de très près. Ça, c'est ma position depuis toujours. Il faut l'être parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je dis, il faut qu'on soit courageux. Il y a des choses qu'il faut que nous-mêmes, nous changeons comme habitude. Si on veut être Thomas Sankara, comme beaucoup de gens aiment citer Thomas Sankara, travaillons comme Thomas Sankara. Moi, je ne peux pas comprendre... Vivons comme Thomas Sankara. Vivons comme lui. Moi, je ne peux pas comprendre que... pas de talisman, on se fasse des séminaires à tout vent. Je ne peux pas comprendre qu'après chaque réunion, on soit obligé de faire une pause café. Une pause café, c'est au moins le prix d'un forage. Une pause café, ça peut faire un forage. Est-ce que vous conseillez tout cela au président? Moi, j'aimerais, bien sûr, c'est nos positions, on le dit. Et ce sont des choses... Après, vous savez, l'administration, ce n'est pas seulement le président. L'administration, c'est quelque chose qui a précédé le président, qui est là aujourd'hui, il apporte sa marque. Mais il imprime sa marque, il imprime sa marque. Il est là pour changer les choses. C'est pour ça aujourd'hui que cette commission est mise en place pour travailler un certain nombre de choses. Il faut avoir le courage d'aller au fond. L'administration est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Vous avez dans l'administration beaucoup de choses qu'on ne peut pas ici. Matériellement, on ne peut pas tout décrire, mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui font qu'il est difficile de changer les rouages. Mais on n'a pas le choix. Si on a réussi à plafonner le fonds commun, on peut le faire en diminuant les salaires des ministres très rapidement. On peut diminuer le nombre de conseillers. Non, vous savez, on peut diminuer le nombre de chargés de mission. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous diminuez le nombre de conseillers, ça ne va rien apporter au budget de l'État. C'est pas ça. Le symbole, c'est important. Je vais vous dire quelque chose. Non, le nombre de conseillers n'est pas forcément... Qu'est-ce que vous en savez du nombre de conseillers? Qu'est-ce que vous savez? Vous savez si c'est beaucoup? Qu'est-ce que vous en savez?
Quel est leur rapport au chef d'État au quotidien? Est-ce que véritablement ils apportent grand-chose parce qu'on n'en a pas l'impression parfois? Ah bon? Ah bon? Donc vous estimez que le pays est dirigé comment? Chacun fait son travail. Vous travaillez ici. On pourrait poser la question si vous apportez quelque chose aux médias burkinabés. Ce n'est pas une question à poser. Les gens ont leur travail, ils font leur boulot. Celui qui ne travaille pas bien, le chef de l'État, sait très bien juger. Il a des évaluations qu'il fait. Celui qui ne lui apporte rien, il va s'en débarrasser. Il n'y a pas de concussion entre lui et quelqu'un là-bas. C'est du boulot qu'on fait, un point trait. Personne ne peut juger le boulot si on l'a mis à sa place. Si tu n'es pas bon, on t'évalue, tu n'es pas bon, tu dégages, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui anticiper sur le nombre de conseillers. Vous pensez que c'est le salaire d'un conseiller qui va permettre de faire bouger les choses ici? Il y a mieux à faire. C'est ce que je dis, il y a mieux à faire. Il faut aller plus en profondeur des choses pour voir la réalité. Le budget de l'État pourrait nous permettre de sortir de beaucoup de situations. Le budget, la partie investissement du budget de l'État pourrait connaître une vraie croissance si on arrive à mettre fin à toutes ces surfacturations qui sont posées en amont et qui, finalement, mettent tous l'argent du pays dans des choses qui sont inutiles. Aujourd'hui, on est à une réalité. Vous travaillez, vous conseillez le président Faso sur les questions du secteur privé. Justement, vous l'avez vu l'année dernière, en fin d'année, le budget qui a été réajusté, on l'a amputé de plusieurs centaines de milliards par rapport à l'investissement. Mais bien sûr. C'est un problème. Après, il faut se poser la question, est-ce que le budget est géré de façon optimale? Est-ce que l'argent a été mis là où il faut? C'est ça la question. C'est ce que j'explique que c'est vrai au jour d'aujourd'hui, de façon transparente, parce que la traçabilité de l'adoption du budget est connue. Vous l'avez dit, c'est monté par les techniciens, c'est validé ensuite, c'est adopté par l'Assemblée nationale. Mais la question, c'est la sincérité de chaque acteur qui inscrit les lignes budgétaires. C'est là-bas la question. Chaque Burkinabé devrait, au fond de lui-même, essayer d'être beaucoup plus sincère dans l'élaboration du budget. Mais on ne peut pas compter. Aujourd'hui, on ne peut pas suivre chaque Burkinabé individuellement. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on ait le courage d'aller loin. D'aller loin. Ce budget-là, il faut regarder en profondeur pour juger de sa sincérité. D'accord. L'autre volet par rapport à ce budget, c'est ça aussi les griefs pour les institutions financières internationales, c'est notamment ce caractère budget-consommation, orienté consommation. Malheureusement, peu d'investissement. On l'a dit, la masse salariale, elle est importante à ce niveau. Et ça, c'est un autre problème. Dans tous les cas, quand vous ne faites pas d'investissement, vous ne créez pas de richesse. C'est aussi simple que ça. D'accord? Si vous êtes un salarié, monsieur Guébré, que vous avez 100 000 francs de salaire, vous avez votre voisin qui a le même niveau de salaire que vous, 100 000 francs, et que chaque mois, lui et son épouse décident de mettre 20 000 francs de côté pour pouvoir construire une maison, au bout de quelques temps, ils auront créé une richesse. Si vous consommez les 100 000 francs que vous avez votre épouse chaque mois, vous n'aurez jamais créé de richesse. Et comme il y a le système d'inflation qui arrive, vous n'allez jamais évoluer. Au contraire, vous allez régresser à un moment donné. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs au régime depuis son arrivée. Il n'y a pas de relance économique. Vous vous intéressez aux questions du secteur privé. Absolument. Vous êtes bien placé pour le savoir. Absolument. Aujourd'hui, c'est un problème. Vous savez, il y a un certain nombre d'éléments. La question sécuritaire aujourd'hui, vous savez, c'est un phénomène, malheureusement, qui ne plaide pas pour un environnement favorable au secteur privé. Et cette question, qui est un sujet exogène, qui s'est imposé à nous, est un sujet que nous essayons de prendre à bras le corps. Donc, je vais dire, il y a un ensemble de choses à mettre en place. Oui, il faut faire en sorte que l'économie soit beaucoup plus dynamique. Il faut faire en sorte que le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, puisse jouer pleinement son rôle. Il faut créer des opportunités pour ce secteur privé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les ODD, l'arrimage que le chef d'État a fait, ou du moins le fait de me confier à la fois les ODD secteur privé, c'est parce que justement ces ODD constituent aujourd'hui des vraies opportunités d'affaires pour le secteur privé. Je vais prendre le cas notamment des centrales solaires qui sont des nouveaux business qui sont nés, qui vont bientôt permettre au Burkina Faso notamment de devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux en termes d'énergie, par exemple. Donc, ce sont des opportunités qui existent. Nous avons à créer ces opportunités, nous avons à lutter contre des phénomènes qui sont des freins, malheureusement, à l'essor de notre secteur privé, qui sont les questions d'insécurité, malheureusement, mais également des questions plus endogènes, comme la question de la facture énergétique, qui, trop élevée, est un facteur bloquant pour le développement de l'industrie, notamment. Mais c'est des choses qu'on est en train de résorber tout doucement. Je pense qu'on devrait avoir bientôt le Burkina Faso qui va amorcer notre phase. Avec une fiscalité attrayante, à votre avis? Écoutez, il faut absolument arriver à capter le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons un code des investissements qui est hyper attrayant. Le problème aujourd'hui du Burkina Faso, ce n'est pas la question de l'attractivité de son système de fiscalité. Aujourd'hui, ce sont les coûts de production au Burkina Faso qui sont un peu élevés, dû notamment à la question de l'énergie, le fait aussi que nous soyons un pays enclavé, ça fait que vous avez des suppléments
de factures pour tout ce qui est transport de matières premières, etc., etc. C'est un nombre de choses. Donc, c'est tout ça qui nous quelque peu, nous rend un peu moins bien pour ce qui est donc de la phase d'industrialisation. Mais je le dis que nous avons aujourd'hui choisi clairement d'aller vers le solaire. Bientôt, nous allons pouvoir avoir de l'énergie très moins chère au Burkina Faso. Nous allons pouvoir exporter de l'énergie. Ce sont des choses qui vont permettre de compenser. La petite expérience en matière solaire jusque-là ne rassure pas. Hein. Jusqu'à présent, on est en février, on vit déjà des coupures d'électricité. Oui, mais les centrales ne sont pas encore là. Vous avez Zagtouli qui Zagtouli, malheureusement, son impact véritablement, oui, on n'arrive pas à stocker. Vous connaissez le déficit, vous le connaissez. Après ça aussi, il y a une approche qu'il faut avoir. Et je pense que c'est des réflexions qui sont menées déjà au niveau du ministère de l'Énergie. On n'est pas obligé de stocker. Vous savez, la question de stockage des batteries, ce n'est pas une bonne idée. C'est beaucoup d'investissements pour rien. On ne stocke pas. En journée, on doit être capable de pouvoir avoir des systèmes de compensation avec d'autres pays. Le Burkina Faso devrait à un moment donné pouvoir, en journée, vendre à des pays, exporter vers des pays comme la Côte d'Ivoire, et la nuit, pouvoir importer avec des systèmes de compensation. L'interconnexion, on l'a vu aussi avec ses limites. Là, vous devenez trop dépendant, et ça aussi, ce n'est pas une très bonne chose. Il y a une interdépendance, c'est différent. C'est une interdépendance cette fois-ci. D'accord. Alors, l'autre défi pour ce nouveau gouvernement d'Abiré, on le dit d'ailleurs, Christophe Dabiré, un peu vieux à votre avis? C'est quoi la vieillesse? Pour vous, c'est un problème? C'est quoi la vieillesse? Ce qu'on demande au PM aujourd'hui, c'est d'être efficace, d'être pragmatique. Moi, des premières choses que j'ai entendues de la bouche de certains ministres, ça vole haut. Comparativement à celui qui est parti? Je ne compare pas. Je ne compare à personne. Je dis que les premières impressions, les premiers retours que j'ai eus des ministres, c'est que là, ça vole haut. Ça vole haut et c'est pragmatique, c'est opiniâtre, c'est... Il y a un leadership. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors, le défi, ça sera aussi effectivement le dialogue social. Il l'a annoncé. Les syndicats sont fermes là-dessus, pas de trêve. Et ils l'ont dit clairement, pour qu'il y ait trêve, il faut de l'exemplarité en face. Il faut qu'effectivement cette question de train de vie de l'État soit réglée. Mais vous avez vu qu'il a pris à bras le corps. Tout de suite, quand il est arrivé, ça a été une de ses priorités. Il a même mis en place cette commission-là. Et tout de suite, vous avez vu la réaction. Est-ce qu'on a besoin même de mettre une commission pour, oui, pour ça? Il faut regarder les choses. Les choses sont tellement évidentes. Non, on ne va pas faire comme vous. Votre solution, c'est de diminuer le nombre de conseillers. Pour vous, c'est suffisant. Alors que quand je vous dis le salaire d'un conseiller, vous allez vous rendre compte que ce n'est même pas mieux que vous. C'est pas énorme? Non, pas du tout. Il y a les possibilités aussi de monnayer des audiences. Donc, vous savez, on dit souvent chez nous, les conseillers de rock souffrent. On souffre. Partout, c'est nous. Mais comment on va faire? C'est comme ça, il faut avoir le dolage. Mais, anyway, pour dire vrai, il a pris à bras le corps la question. Et moi, j'ai vu la réaction tout de suite du syndicat des enseignants, oui, qui a décidé une trêve de 2 mois. Tout à fait. Parce qu'il a envoyé un signal, tout de suite, vous savez, dans les négociations, c'est ça. Après, quand on négocie avec quelqu'un, la crédibilité de la personne est également importante. Le signal qu'il envoie tout de suite, ils se disent, oui, il a compris le message que nous, on lui a envoyé. Par conséquent, nous aussi, on fait un pas en arrière. C'est comme ça. C'est la preuve que les syndicats ne sont pas forcément jusqu'au boutistes. Il suffit de savoir leur parler. Les syndicats, ce sont des Burkinabés qui ont envie de bien vivre, qui veulent également faire leur travail normalement. Le gouvernement précédent avait un problème de capacité de négociation. C'est peut-être ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec les syndicats, vous savez, ce sont des positions qui peuvent se rapprocher, simplement. Il faut simplement qu'on puisse avoir des interlocuteurs qui se parlent. Et la question de la confiance entre les interlocuteurs est une question très importante. Le Premier ministre a envoyé un signal positif. Les syndicats ont répondu tout de suite par un signal positif. On va aller au bout et, comme Bassolma l'a dit, quand il va entendre qu'on a diminué là et là, lui aussi, avec ses amis, ils vont dire, bon, comme ils ont fait tel effort, on va faire tel effort. Allons-y dans cette dynamique-là. Aucun Burkinabé ne doit se sucrer sur le dos des autres. Il faut qu'on aille dans cette processus. Et on est tous d'accord pour ça. Si c'est diminuer le nombre de conseillers, ou bien qui peut régler le problème, prenez mon poste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller plus loin aussi, allons-y plus loin. Parce que le plus important, c'est qu'à la fin, les Burkinabés puissent vivre ensemble de façon cohérente. Il n'y a pas d'ennemis au Burkina. On ne peut pas être ennemis entre nous. Il y a juste que chacun estime que, malheureusement, la couverture est tirée du côté d'un autre par rapport à lui. Essayons de rendre ça plus équitable. Rationalisons les choses. On va s'entendre et on va créer. Parce que notre vrai problème, c'est qu'on ne crée pas assez de richesses. Et moi, j'ai toujours dit une chose. Tu as beau bien distribuer la misère, ça reste la misère. Et le problème du Burkina Faso, c'est ça. On distribue la misère et la misère ne peut jamais se transformer en opulence.
créons de la richesse et vous allez voir qu'on sera beaucoup mieux, chacun de nous. Mais la base, c'est qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse avancer ensemble. C'est le plus important. Finalement, pour vous, aujourd'hui, le président Roch réussit tant bien que mal à mettre en œuvre son programme présidentiel. Satisfait du niveau? Vous savez qu'en réalité, quand vous avez les engagements internationaux du chef de l'État et quand vous avez un point des différentes réalisations, vous êtes par moments ébahis. Et beaucoup de gens nous reprochent une chose, ils disent mais vous faites tout ça et puis on n'est pas au courant, vous ne communiquez pas assez bien. Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un problème de ce régime, la communication? C'est un tendon d'Achille. C'est notre tendon d'Achille, il faut le reconnaître. Le tendon d'Achille aujourd'hui, c'est la communication. Et là aussi, il faut que nous apportions beaucoup d'améliorations. Il ne faut pas permettre qu'il y ait une communication désordonnée. Nous avons des vrais experts en communication autour des chefs d'État. Ce sont des gens qui sont aguerris, qui sont vos aînés dans le domaine que vous connaissez très bien, des gens qui ont une certaine expertise. Mais vous savez, il faut pouvoir déjà définir un mécanisme pour être efficace. Quand la communication est désordonnée, quand chaque ministre s'en va prendre 1, 2 jeunes pour en faire son communicateur et qu'on balance tout et n'importe quoi, c'est dangereux. Moi, j'ai regardé tout de suite. Il y a eu un communiqué officiel de l'état-major qui a annoncé les victoires. Le lendemain, je vois des chiffres qui viennent 500, 200. Chacun dit ce qu'il veut. Je ne sais pas, on ne rend pas service à nos mentors en se comportant comme ça. Et la jeunesse burkinabé devrait prendre conscience. Et quand on parle de jeunes, ces gens ne sont pas si jeunes que ça, parce que je les connais finalement. Ils ne sont pas si jeunes que ça. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut devenir conscient et comprendre que nous-mêmes, jeunes burkinabés, on a un rôle désormais à jouer. Parce qu'on va parler peut-être de 2020 et de 2025, de l'avenir de ce pays-là, mais tous ces jeunes qui sont là doivent prendre une certaine hauteur désormais. Il faut finir avec ça. Ces basses besognes, il faut arrêter. La manipulation, refuser qu'un ministre vous manipule. C'est le politique qui les manipule, justement. Il faut refuser qu'un ministre vous manipule. Il faut le refuser. Ce n'est pas son rôle. Le ministre, on lui demande une seule chose. Ils sont payés pour ça. C'est de bien travailler. Quel paiement? Je discute avec des chargés des CPM, à la limite, qui sont frustrés parce que ces jeunes-là, s'ils sont encore les jeunes, comme vous le dites, mais ils sont mieux traités, mieux considérés. Ils sont mieux traités où? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, quand quelqu'un est dans la misère, vous le tenez avec n'importe quoi. Hein? Vous tenez n'importe quoi. Il faut arrêter avec tout ça. On n'arrange pas la communication de la majorité en se comportant comme ça. On ne permet pas aux experts qui sont autour du chef de l'État, autour des différents ministres de pouvoir faire leur travail. Il faut arrêter avec cette communication désordonnée et permettre que les experts qui sont autour du chef d'État puissent créer un mécanisme où il y a une efficacité. On ne peut pas comprendre que sur un sujet où les éléments de langage n'ont même pas encore été définis par le gouvernement, chaque ministre est là, il va s'exprimer comme il veut. Et après, c'est une cacophonie, c'est inacceptable. Mais tout ça, je pense que le leadership du Premier ministre aujourd'hui va nous permettre de résorber toutes ces questions-là. Moi, je ne doute pas, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a travaillé également dans des institutions où on a la rigueur est de mise. Et je pense que tout ça va nous aider à faire avancer les choses positivement. On va parler purement politique. Déjà, on a dit que le portefeuille de ministre de la Jeunesse, ça vous aurait intéressé pour ce dernier gouvernement? Ça m'aurait intéressé. Oui. Non, moi, je n'ai pas été consulté pour ce dernier gouvernement. Vous n'avez pas été consulté? Non. Ça vous intéressait? Lequel portefeuille? Le portefeuille de ministre de la Jeunesse. Ça m'intéresse de servir le Burkina Faso partout où on me sollicite. D'accord. On va parler purement politique, notamment l'autre polémique récemment, c'est aussi le financement hors campagne des partis politiques. Ouais. C'est gênant, non? Dans un contexte pareil, on s'étonne, on s'indigne que les partis politiques, 6 partis, se partagent 500 millions. Oui, c'est le contexte. C'est une question de timing, hein, à mon avis. C'est le timing qui n'est pas bon. On est dans un contexte qui n'est pas favorable à ce genre de choses-là. Sinon, ce sont des textes. Ce sont des textes qui existent. Ce n'est pas hors la loi. Donc, c'est des choses qui ont été adoptées. Donc, c'est quasiment du domaine du normal. Mais après, il faut que nous aussi, on fasse preuve de jugeote dans tout ce qu'on fait. Voilà. Le timing il est important dans un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas, dans un contexte comme ça, vous avez vu par exemple la maladresse de Cristiano Ronaldo quand il a fait son selfie juste après que l'avion de Emilio Sala ait disparu. Ça a été mal pris. C'est une question de timing. Il faut quand même avoir de la jugeote dans ce qu'on fait. C'est pareil quand un ministre s'est retrouvé en conseil du côté d'Abidjan pendant qu'il y avait des attaques ici. Écoutez, je ne veux pas juger ça comme ça parce que de ce que je sais, c'est que peut-être qu'il y a un problème d'information. Il y a un problème d'information parce que les personnes étaient déjà en Côte d'Ivoire.
quand les choses se sont passées. Je pense que le flux d'informations n'a pas été assez rapide parce que je connais ces gens-là personnellement, je connais le patriotisme, je connais l'engagement pour le Burkina Faso et aucunement ces personnes ne veulent narguer le Burkina Faso, le peuple burkinabé comme on le pense. Non. Non. Vous parlez de communication, justement. Il y a comme cette maladresse tout le temps autour donc, de la gouvernance aujourd'hui. Parfois, aujourd'hui, vous constatez qu'à la limite, n'importe qui peut faire la photo de président et balancer sur les réseaux sociaux sans que ça ne passe par les canaux officiels. Il y a une direction de la communication qui en chasse là. Mais finalement, on a comme l'impression que tout le monde communique autour du président. Non, il faut tout le mettre monde de l'ordre. communique sur ce gouvernement. Il faut mettre de l'ordre dans cette communication. Ça, c'est un sujet sur lequel on est 100% en phase. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Je sais que c'est une préoccupation du ministre de la Communication lui-même. Rémi, quand même, on sait que c'est un communicateur né. Vous avez des gens comme Thierry Roth qui sont des communicateurs. Le grand frère Romain Auguste Bambara, ce n'est pas ces gens à qui on va apprendre des grimaces. Mais je dis qu'il faut absolument que ces gens-là puissent avoir la main. Et moi, ma position, c'est qu'il faut qu'il y ait ce trio-là entre le conseil spécial du chef de l'État pour la communication, le chargé de communication de la présidence d'État de communication de la présidence du Faso et le ministre de la Communication. Il faut qu'absolument ce trio-là puisse mettre en place un mécanisme maîtrisé de bout en bout pour éviter les déperditions de l'information, pour éviter également les phénomènes de distorsion de l'information et pour éviter tout simplement le désordre, la cacophonie qu'il y a autour de la communication. Il faut discipliner aussi les différents ministres. Il faut que les ministres et autres arrêtent de vouloir improviser des jeunes communicateurs. C'est un métier que les gens apprennent. Voilà. La preuve, justement, c'est qu'on est en situation de crise. Donc, communication de crise, notamment au niveau de l'armée, parfois, où l'information tarde à venir. Et du coup, les gens, les populations se retournent vers les réseaux sociaux avec tout ce que ça comporte comme risque de manipulation. Absolument, absolument. Quoique, dans le cas de l'armée, il faut que les gens comprennent définitivement une chose. L'armée ne communique pas comme tout le monde. Quand on appelle la grande muette, ce n'est pas pour rien. Oui, mais en contexte de c'est crise, l'armée doit pouvoir adapter sa communication. C'est des questions de stratégie. Donc, moi, j'ai vu des gens qui ont dit, neutraliser, ça veut dire quoi? Vous voulez quoi? Un dessin? Vous voulez quoi? Qui vient vous dire quoi? Ce n'est pas le plus important. Il est neutralisé, il ne peut plus nuire au Burkina Faso. Par rapport à la disponibilisation de l'information, ça reste un problème quand même. Il ne peut plus nuire au Burkina Faso, c'est le plus important à retenir. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut accepter que l'armée ait sa façon de communiquer. L'armée communique quand il le faut, nous dit ce qui est important de savoir. Accepter que l'armée puisse garder un certain nombre de secrets de défense pour pouvoir être efficace. Les gens sur les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent à la limite, c'est que chaque jour... On a quand même un ministre de la Communication qui devait pouvoir être le relais pour au moins arracher quelques informations. Non, l'armée vous dit... À donner, même au ministre, rien que pour rassurer la population, c'est ça surtout le problème. Oui, parce que le manque d'informations, ça crée aussi la psychose. Mais quelle information vous voulez? Quelles informations on vous les donne? C'est ça qui est important. Ne demandez pas... Le temps que ça met... Et... Mais c'est l'information que vous voulez? Ou bien c'est de voir la tête du chef d'état-major à la télévision tous les jours? Non, forcément, le monsieur est sur les terres des opérations. Le monsieur a une stratégie qu'il met en place, il faut laisser travailler l'armée. Quand il y a des informations à fournir, ces informations, naturellement, seront fournies. Dans un environnement où ça va très vite avec les réseaux sociaux, il faut savoir s'adapter aussi. Je suis désolé. Si vous voulez calquer votre mode de vie par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais vous allez arrêter de vivre. Malheureusement, c'est ce que vous faites au niveau du pouvoir actuellement. Ça, c'est ce que vous pensez. C'est l'impression que ça donne, que c'est les réseaux sociaux qui donnent le ton de la gouvernance. C'est une impression. Non, les réseaux sociaux peuvent On a dit qu'il y a même une revue des réseaux sociaux à Kosiam. Mais ce serait une faute professionnelle que de ne pas envisager de faire une revue des réseaux sociaux. Ça veut dire que... Là-dessus, vous avez quand même des opinions... Vous êtes d'accord que ça impacte la gouvernance? Ce que je dis, c'est que c'est un canal de communication aujourd'hui qui est très prisé par les Burkinabés. Il y a là-dessus des opinions qu'il faut prendre en compte. Si les réseaux sociaux, vous avez également des médias officiels qui publient ces réseaux sociaux. Il n'y a pas que les supputations des uns et des autres, il y a des médias officiels qui sont là-bas, internationaux et tout, donc c'est normal qu'il y ait une revue des réseaux sociaux. Après, je dis, ce n'est pas les desiderata des uns et des autres au quotidien qui vont venir guider la marche d'un pays. L'armée est une entité autonome qui a sa façon de faire, elle a sa façon de communiquer, et quand une information à diffuser, elle va la diffuser. Le chef d'état-major ne va pas sortir tous les jours à la télévision pour vous dire « on était ici hier, on était ici aujourd'hui ». Il ne va pas le faire. Il faut que les gens arrêtent de penser que tous les jours, on va leur dire quelque chose sur la guerre. Non, on ne leur dira rien là-dessus. Ce qu'il faut savoir, s'il y a des dispositions à prendre, ils seront informés. Laissez l'armée travailler. Soutenons l'armée chaque jour que Dieu fait. C'est ça qui est important. Tout le reste, franchement, je pense qu'on peut
on peut passer là-dessus. Passer à autre chose. Donc, passons donc à autre chose. Parlons du soutien de la majorité présidentielle au président. À ce niveau aussi, visiblement, il y a des problèmes. On ne sent pas véritablement cette majorité dynamique qui apporte son soutien à l'action du président du Faso et à l'action gouvernementale. Parfois même, il y a des sons dissonants. Assez rarement quand même. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir une coordination qui est dirigée donc par le ministre Clément Savadogo. Et cette équipe-là qui a un volet, j'allais dire, fixe et un autre volet qui est tournant, c'est une équipe qui nous permet d'apporter notre soutien au chef de l'État. Quand il y a des sujets d'intérêt, j'allais dire, au plan national, nous faisons en sorte de pouvoir donner l'opinion, la lecture de cette majorité-là. Après, de façon générale, vous reconnaîtrez avec moi que l'environnement politique lui-même n'est pas très dynamique en ce moment. Voilà, parce que vous savez que c'est ça aussi en politique, il y a des périodes de pic, il y a des périodes qui sont un peu plus mortes. Mais cette majorité-là, elle est là, elle travaille d'arrache-pied, elle se prépare pour un certain nombre de choses, mais quand il faut qu'elle soit présente pour donner sa lecture, elle est présente. Mais chaque parti aussi fait son travail. Et n'oubliez pas, les gens travaillent. Et les gens savent que le travail, c'est sur le terrain aussi. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement sur les médias, c'est également sur le terrain. Donc les gens sont au four et au moulin. Et le chef d'État est très satisfait de tout le soutien que la majorité lui apporte. D'accord. De cette majorité, donc l'AJ fait partie de cette majorité. Votre parti, visiblement, morose aujourd'hui. Il y a eu entre-temps quelques tensions, quelques cris, des débats. Quelle est la santé aujourd'hui de l'AJ? Écoutez, le parti... Il se porte bien. Il se porte bien. Nous avons eu effectivement 2-3 camarades qui sont partis parce qu'ils avaient donc certainement l'envie En tout cas, ils ne partageaient plus l'opinion, ils ne partageaient plus la vision du parti. Donc, vous savez, l'adhésion, comme on dit, à un parti politique est libre. Le départ également, c'est la même chose. Donc, c'est sans animosité que les choses se sont passées. Après, malheureusement, de plus en plus, les gens aiment s'étaler dans les médias. Quand ils viennent au parti, ils ne vont pas dans les médias. Quand ils s'en vont, ils font du boucan. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas à quoi ça sert. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons passé cette étape-là. Et le parti a eu un congrès, s'est restructuré. Il faut dire aussi que moi, Adama Kanazo, quand je rentre en politique, il n'y a pas très longtemps, en 2014, je suis novice, j'apprends, je vais aux élections en 2015, j'apprends également. Et de tout ça, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai tiré beaucoup de leçons de la gestion d'un parti politique. Et je sais ce qu'il y a comme difficulté. Je sais également dans quel timing il faut faire un certain nombre de choses. Et je sais ce qu'il ne faut pas faire aussi de façon précipitée. Donc, j'ai tiré beaucoup de leçons. Ça me permet aujourd'hui, avec les camarades, de gérer le parti de façon très responsable. Mais nous nous préparons en tout cas pour les échéances futures. N'ayez pas de doute que vous allez sentir l'agir, c'est clair. Que vous avez beaucoup appris, donc, que la politique, c'est aussi le lieu de la trahison? La politique, c'est comme la vie de tous les jours. Il y a du tout là-dedans. Vous avez des trahisons, vous avez des amitiés, vous avez des moments forts ensemble, vous avez des moments un peu plus difficiles. C'est comme la vie de tous les jours. Parce qu'au CEFOP, au départ, on a vu que le chef de file, Zéphirin Diabré, vous avez fait entièrement confiance, parfois au détriment d'un homme comme Taïrou Bari. Vous avez très rapidement pris de la place au sein du CEFOP, mais on a été surpris après que vous avez rejoint le camp Rock, si bien qu'on a, après beaucoup sont dit, sûrement, votre candidature d'ailleurs a été suscitée par le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est une bonne occasion que vous me donnez de parler de ce sujet-là. Je suis très très content de pouvoir en parler définitivement. Alors au CEFOP, vous savez pourquoi j'ai créé un parti politique moi? Et que je ne suis pas allé me mettre avec le parti de quelqu'un d'autre. Mais dès le départ, j'avais été très clair sur mes motivations. J'ai estimé que la jeunesse burkinabé n'a pas eu sa place sous la gouvernance du président Compaoré. J'ai estimé que la jeunesse burkinabé devait prendre ses responsabilités et devait faire en sorte de désormais prendre les rênes pour pouvoir, en amont déjà, compter. C'est pour ça que j'ai créé mon parti politique. Il n'a été financé par personne, suscité par personne. C'est avec des amis qu'on l'a créé. Ensuite, je suis allé au CEFOP, où pour la première fois de ma vie, j'ai vu M. Zéphirin Diabré, le président Zéphirin Diabré, que je connaissais ni dans l'IDEV. Ce n'est pas lui qui m'a fait confiance. J'ai travaillé comme tous les autres. C'est la qualité de l'apport que l'AJ a eu au sein du CEFOP que nous a valu peut-être vu. Ah bon. Moi, je ne suis pas le petit de quelqu'un qu'on manipule. Hein. Non. Les gens se font beaucoup d'illusions.
Et ça commence depuis l'université. Vous n'êtes pas un pion de rock Où beaucoup de gens, depuis l'université, je vous le dis, où beaucoup de gens de ma génération ont toujours pensé que j'étais le petit de X, Y, Z. Non, ils se font des illusions. Je me suis fait tout seul. Je me suis battu tout seul pour être où je suis. Je n'ai jamais été le petit de quelqu'un. À l'époque, au CEFOP, il y avait cette petite querelle de leadership entre jeunes. C'est même pas vrai. Et Tahirou Barry, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tahirou Barry, mon grand frère, il est bien placé pour témoigner. Je l'ai reçu chez moi à la maison pour régler le problème entre lui et Zéphirine Diabé, qui n'était même pas un problème. Le président a simplement dit, écoutez, il y a un niveau d'information pour lequel on souhaite que ce soit les présidents qui soient disponibles. Tahirou Barry travaillait en mine, donc hors de Ouagadougou, était dans l'incapacité d'être là. Alors, il a amené quelqu'un pour le représenter. On a dit que la personne ne pouvait pas participer parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit à Tahirou Barry, mais pourquoi tu compliques la chose? Écris au président, on va voir le grand frère, tu lui dis, ah vraiment, moi dans mon cas, je ne peux pas. À cause, quand même, ce n'est pas un robot, il va comprendre. Il va peut-être soumettre ça même aux autres présidents des partis. Et on va dire, il n'y a pas de problème. Dans le cas de Tahirou Barry, exceptionnellement, il envoie quelqu'un. Tahirou Barry qui vient d'ailleurs de créer... je lui ai dit ça, quand je lui ai dit ça, après, je suis allé voir le grand frère, le président du RDS, François, qui a fait la médiation avec Zéphirine Diabé, les choses se sont réglées. Il n'y a jamais eu de conflit entre Tahirou Barry et moi. Ce sont des gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, qui voulaient créer une espèce de conflit parce qu'ils ont besoin d'être permanemment dans le conflit. Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Tahirou Barry qui vient de créer son parti après avoir claqué bruyamment la porte du gouvernement avec ces critiques sévères. Ouais, il a donné son point de vue, il a quitté le gouvernement, il a créé son parti, sa carrière politique se continue tout simplement. Il ne faut pas faire plus de commentaires que ça. Tout ce qu'il a dit sous le gouvernement, à son départ, vous comprenez un peu aussi son amertume? C'est peut-être son vécu à l'intérieur du gouvernement. Moi, je n'étais pas dans ce gouvernement-là. Vous étiez proche du président. Il est allé au-delà. Il a même attaqué la personne du président. Ben, ça, c'est son opinion que je ne partage pas. Ce que je pense du président Dr Christian Kaboré, le président le sait très bien. Et je pense que c'est un homme d'expérience qui a beaucoup apporté au Burkina Faso, qui a son tempérament. Certains peuvent considérer comme débonnaire s'ils veulent. Mais c'est un tempérament aussi, je dis très souvent, c'est une capacité que moi j'aimerais bien avoir aussi. Hein. Ce sang-froid, ce recul dont il s'est fait montre, ce n'est pas évident pour tout le monde. La preuve, c'est que Tahirou Barry n'a pas su se retenir. À peine parti, tout de suite, il a été sur tous les médias pour vilipender quelqu'un qui est quand même un grand frère. Qui est quand même un grand frère de très loin. Donc, c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas très d'accord avec la façon dont il a géré son départ. Il aurait pu partir tranquillement et puis continuer sa carrière politique tranquillement. Si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, je sors du gouvernement, tout simplement, et puis je mène ma carrière politique. Je ne suis pas obligé de sortir et d'attaquer l'ensemble de mes collègues, de choisir deux qui sont juste bons et les autres sont bons à foutre à la poubelle, de les mettre en cause le président. Non, pour moi, je n'ai pas fait la même chose. C'est son choix. Il l'a fait, il assume tout simplement, mais je dis que son opinion qu'il a sur le président Dr Christian Kaboré est une opinion que je ne partage pas du tout. D'accord. Alors, parlons perspective. Pour vous, aujourd'hui, l'Agir, c'est encore un parti qui compte. Qui je vais vous dire la 2020, je vais vous dire la vérité. Ma conviction, c'est que les micro-partis ont existé. Mais il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et ça, c'est une dynamique dans laquelle je suis depuis un moment. Vous avez vu que j'ai même essayé... Vous allez rejoindre le MPP définitivement? Non, c'est pas ça. Parce que vous savez, on est plus dans la logique de collaboration, d'alliance que d'absorption. Le MPP est un méga parti. Quand tu vas là-bas comme un petit parti, tu es absorbé. Tu n'es pas dans une collaboration. D'accord? Ce qui serait bon aujourd'hui pour nombre de partis que nous sommes, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble pour créer une entité plus forte, pour peser. Vous savez, quand vous êtes un parti, que vous n'avez pas de poids parlementaire notamment, je suis désolé, mais ça n'a quasiment pas de sens. Moi, Adama Kanazoué, aujourd'hui, au sein du parti, nous avons une opinion que nous partageons. Nous avons déjà fait une alliance avec 3 autres partis politiques. Nous avons l'intention de faire en sorte que ça puisse s'agrandir, mais l'objectif pour nous en 2020, c'est de pouvoir avoir une coalition solide. Des jeunes pour opérer le changement générationnel, par exemple? Pas tout de suite. On ne peut pas en 2020, malheureusement. On ne peut pas en 2020, je parle de façon objective. En 2020, parce que vous pensez que Oroch sera réélu? Non, je ne sais pas, je ne présage pas. Mais en 2020, malheureusement, notre génération, là je parle vraiment de questions de génération, notre génération ne peut pas être prête en 2020. Mais notre souhait, mon souhait profond, c'est que 2020 soit le dernier mandat de la génération 83. 2020-2025, pour moi, mon souhait, c'est que ce soit le dernier mandat 83 et qu'en 2025, on puisse passer à notre génération. Parce que mine de rien, depuis 83, on se tape les mêmes personnes.
Pour ça, il faudra travailler à être crédible au niveau de la nouvelle génération. Absolument, c'est un boulot qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se mette ensemble pour devenir plus fort. Déjà en 2020, si vous avez une coalition de partis politiques qui peut aller créer un groupe parlementaire, notamment, ça c'est de l'impact. Ça permet véritablement d'avoir un vrai impact et de préparer une élite qui peut être prête pour la suite des choses. Notre génération n'a pas le choix. Elle est condamnée à s'entendre pour identifier un leader. Identifier un leader que nous allons accompagner si nous avons l'intention de procéder à ce changement générationnel. Si nous attendons que la génération 83 nous dise un matin, on est fatigué, venez prendre, on se fout dans l'œil. Ils ne le feront jamais. J'en connais très peu parmi eux qui ont l'intention de quitter les affaires en 2020. J'en connais très peu parmi eux qui ont l'intention de quitter les affaires en 2025. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut absolument se mettre dans une logique de regroupement massif de nos partis. Une grosse unité pour pouvoir compter et pour pouvoir bouger les lignes. Sinon, notre génération sera mangée comme certaines générations déjà mangées. Alors, nous sommes en fin d'émission. Adama Kanazoué sera candidat en 2020 Adama Kanazoué... Ou alors, allez-vous soutenir Roch Christian Kaboré? Je pense que les instances du parti vont décider en 2020. On va décider en 2020, mais personnellement, je vous le dis tout net, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai tiré beaucoup de leçons. Et si ça ne tenait qu'à moi, Adama Kanazoué, je ne serai pas candidat en 2020. Adama Kanazoué va soutenir Roch Christian Kaboré. C'est ce que ça veut dire. Avec la bénédiction d'Aubin Guébré. D'accord. On est en fin d'émission, donc. Vous allez me dire ce que vous pensez de Zéphirin Diabré. Un grand homme. Un grand homme d'État, un grand monsieur, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et quelqu'un qui, vis-à-vis de qui également, j'ai beaucoup d'amertume parce que je ne le cache pas. Hein. Moi, j'ai personnellement discuté avec le président Zéphirin Diabré pendant longtemps, quand on était au CEFOP. Et mon rêve avait toujours été qu'il y ait ce duo Zéphirin-Roch aux affaires, après l'insurrection. Pour moi, ça allait être un duo explosif, dans le bon sens du terme. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu créer, qu'on ait échoué à créer donc, ce bloc-là, cette coalition pour aller aux affaires. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait que nous n'ayons pas été soudés dans l'ancien CEFOP, ça a permis, par exemple, à d'autres de pouvoir se réveiller, de s'appuyer sur le CEFOP pour pouvoir se réveiller aujourd'hui. Et des gens qui refusent même de se repentir pour ce qui s'est passé et qui sont dans une dynamique aujourd'hui où ils estiment qu'ils sont les mieux placés pour reprendre les choses. Je pense qu'on a vraiment manqué un grand coup. On aurait réuni ces deux personnes-là, on aurait créé un bloc au CEFOP qu'aujourd'hui on aurait une véritable force pour faire avancer ce pays. Bassolma Bazié? Bassolma Bazié, c'est un homme de conviction qui défend des causes qu'il estime justes, qui a son style propre à lui, qui peut être par moments considéré comme jusqu'au boutiste, mais qui, je pense, au bout du compte, est un Burkinabé qui aime son pays et qui n'aura aucun mal à aller vers des compromis pour permettre au pays d'avancer. Et pour terminer, Christophe Dabiré, Premier ministre? Le nouveau PM est venu avec une approche, parce que je suis quand même de la génération dont il a été le ministre des Enseignements. Je sais qu'en ce moment, les mouvements syndicaux existaient déjà. Donc, il a une très bonne capacité d'écoute. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un bon interlocuteur pour la gestion des questions de mouvements sociaux et autres. Après, son expérience aussi qu'il a eue au niveau donc, de l'UEMOA lui a permis d'avoir une vision communautaire qui a une vision beaucoup plus large et qui permettra au Burkina Faso de s'inscrire dans la logique communautaire. Et également, il a un pragmatisme dans la gestion des choses, en tout cas des premiers échos qu'on a, qui ne peuvent que permettre à notre gouvernement d'être beaucoup plus efficace. Je les souhaite à eux tous une bonne carrière, une bonne santé pour 2019, une bonne vie tout simplement. Merci pour la présence dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Adama Kanazoué, conseiller du président du Faso, chargé du secteur privé et des ODD et président de l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, était notre invité. Excellente soirée chez vous. Bonsoir.